il a le droit civil qui traite des comportements privés. C'est le droit qui régit la vie privée, le mariage, l'adoption, le divorce, les relations entre les parents et leurs enfants. Toute manière, tout aspect privé de la vie, c'est le droit civil. Mais il y a aussi le droit pénal, qui est le droit qui corrige les comportements déviants. C'est le droit répressif, c'est le droit de la punition, c'est le droit qui régit le comportement, les relations entre un État et ceux qui ne respectent pas la loi pénale, c'est-à-dire les criminels. C'est le droit qui régit aussi l'exécution des peines quand quelqu'un est envoyé en prison, par exemple, ou quand quelqu'un est imposé par une amende. C'est le droit pénal qui régit ça. Il a aussi le droit commercial, qui est un droit qui régit les relations entre commerçants et entre les commerçants et leurs clients. Il existe le droit du travail aussi. Le droit de grève dont je viens de parler fait partie du droit de travail, mais c'est en gros le droit qui régit les relations entre les employeurs et leurs salariés. Et chaque droit a sa spécificité par rapport aux relations qu'il régit, parce que ces relations sont particulières. Par exemple, en droit de travail, le droit suppose à défendre la partie la plus faible. Dans un contrat de travail entre quelqu'un qui paye et quelqu'un qui exécute le travail, c'est qui selon vous le plus fort et qui est le plus fort? Celui qui paye est le plus fort. Celui qui paye est le plus fort. Mais le droit, dans ses principes généraux, interdit l'esclavage, n'est-ce pas? Et interdit l'exploitation de l'homme par l'homme. Et du coup, il a créé un droit de travail pour équilibrer la relation entre celui qui a l'argent et celui qui vend son travail. Parce qu'il est clair qu'ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Et si vous prenez un code de travail, c'est-à-dire la loi du travail, vous allez voir qu'il est fait d'une manière pour que le salarié a des droits, parce que dans le contrat de travail lui-même, il n'a que des obligations. Vous comprenez? Un contrat de travail, c'est le salarié doit faire ça, le salarié doit faire ci, le salarié est obligé comme ça. Et la loi dit l'employeur aussi est obligé à faire certains trucs. Par exemple, à respecter son droit de grève pour boucler le bouc. Et on va faire dans les semaines qui suivent les principales positions, les principes généraux de ces branches du droit pour qu'il y ait une image de base, mais complète, de tout ce que ça réagit. Et aujourd'hui, on va commencer par une branche de droit spéciale, parce qu'il ne s'applique presque pas aux personnes privées. C'est le droit constitutionnel qu'on va étudier. Le droit constitutionnel, c'est le droit de l'État. C'est une branche de droit qui régit la manière dont un État fonctionne.
la manière dont un État fonctionne. Comment ça marche un État, c'est le droit constitutionnel. Comment l'État prend des décisions. Qui fait quoi dans un État. Et pour vous rappeler un peu ce qu'on a parlé les semaines d'avant, je vais introduire les deux notions principales. On en a déjà parlé de l'État. Qu'est-ce que c'est l'État? Et vous connaissez maintenant les principales notions qui la caractérisent. L'État, d'abord, c'est une personne morale. Vous vous souvenez de la distinction entre personne morale et personne physique? C'est une personne juridique, ça veut dire qu'elle a des droits et des obligations, qu'elle a la capacité juridique, c'est-à-dire qu'il peut agir en droit, l'État, et on peut la reconnaître selon certaines caractéristiques. L'État, je vous l'avais déjà dit, mais je vais répéter, c'est un territoire délimité par des frontières dans lequel habite un peuple donné, c'est-à-dire spécifique, différent des autres, un peuple, et que ce peuple s'est donné d'une constitution, c'est-à-dire d'un ordre juridique. La Constitution, vous vous souvenez bien, dans la pyramide de Hans Kelsen, c'est la règle fondamentale. C'est la règle la plus importante dans la hiérarchie des normes. On l'appelle, comme en allemand, la Constitution s'appelle la loi fondamentale. Et le droit constitutionnel, comme son nom l'indique, étudie les constitutions. Ça veut dire que ce n'est pas un droit que vous allez rencontrer dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas un droit qui va régir un contrat que vous avez fait avec un autre, que vous loyez un immeuble ou une voiture, vous ne vous intéressez pas au droit constitutionnel. Par contre, si vous vous intéressez à la loi du budget, si vous vous intéressez au Premier ministre, si vous vous intéressez au Président de la République, si vous vous intéressez au monde politique, c'est le droit constitutionnel qu'il vous faut pour comprendre comment ça se passe dans un État, comment elle fonctionne. Vous comprenez? Au cœur du droit constitutionnel, comme je l'ai dit, c'est l'État. Donc il faut bien connaître la notion de l'État. Et je vais approfondir un peu de ce que j'ai dit jusque-là. Quand on dit un territoire, l'État doit avoir un territoire, il faut savoir qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie la terre, qui est délimitée par des frontières, mais ça signifie aussi la mer qui est adjacente à cette terre, jusqu'à une certaine limite, bien évidemment. Ça signifie aussi l'air qui couvre au-dessus cette terre. Pourquoi c'est important? Par exemple, quand il y a des avions qui passent, elles passent au-dessus de notre territoire, et c'est nous les Bulgares, c'est l'État bulgare qui régit cet espace. Il faut une permission pour les avions pour qu'ils passent par la Bulgarie. Pour les aviations civiles, c'est régi par des conventions civiles. Ça ne pose pas de problème, la plupart du cas. Mais par exemple, vous avez entendu parler, il y a quelques semaines, il a eu une idée que le président américain Trump et le président russe Poutine
vont se rencontrer à Budapest en Hongrie pour discuter pour la fin de la guerre en Ukraine. Vous avez entendu ça? Ouais. La question s'est posée, par où va passer l'avion de M. Poutine en partant de Moscou pour aller à Budapest? C'était pas facile parce que contre M. Poutine, il a des ordres de la Cour pénale internationale qui l'incriminent et les États qui ont ratifié ce statut de la Cour pénale doivent normalement arrêter M. Poutine s'il passe sur leur territoire. Alors, si vous voyez la carte, le meilleur chemin entre Moscou et Budapest, c'est de passer par nous. C'est passer au-dessus de la Bulgarie. Et la Bulgarie devait donner son accord pour que cet avion puisse passer, parce que c'est notre territoire. Peu importe que c'est à 10 000 mètres au-dessus de notre terre. Vous voyez? Donc la notion de territoire, c'est la terre, c'est la mer, c'est l'air. Quand je dis la mer, il y a une convention des Nations Unies, c'est la Convention sur le droit de la mer, elle est signée en 1982, qui délimite que chaque État a droit à avoir des droits exclusifs sur le mer qui vient à ses côtes, jusqu'à 12 000 marins à partir de la côte. 12 000 marins, 1000 c'est pas comme 1000, 1000 c'est comme kilomètres en mètres. Ouais. Okay. 12 000 marins, c'est à toi. Jusqu'à 200 000 marins, les États, ils ont des droits économiques sur la zone, mais pas d'autres. Et à partir de là, la mer, elle est à personne, et on l'appelle la haute mer. Ok? C'est la haute mer, c'est la mer qui n'est à personne, à aucun État. Donc ça, c'est le territoire. Donc vous avez la mer, le terre et l'air. Pour que vous ayez un État sur ce territoire, il faut avoir un peuple. Et quand on dit ça, ça a l'air simple, mais pas autant que ça. D'abord, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a une différence selon vous entre la nation, un peuple et une nation? Quelle est la différence entre le peuple et la nation? Un peuple n'est pas obligé d'avoir une nation. Il y a des peuples qui n'ont pas d'État. Ouais. Ils sont des nations, mais ils n'ont pas d'État. Par exemple, le peuple palestinien. Il a un peuple qui s'appelle palestinien, mais il n'y a pas d'État palestinien. Ouais. Ou d'autres exemples. Un peuple qui est départagé dans plusieurs territoires, dans plusieurs États. Ouais, Par comme exemple, Kurdistan. Comment? Kurdistan. Les Kurdes. Les Kurdes, ils habitent dans au moins 5 États. Iran, Irak, Syrie. Ouais. Turquie. Voilà. Pour avoir un État, il faut avoir dedans un ensemble de personnes qui se reconnaissent un l'autre qu'en faisant partie d'un peuple, d'un même peuple. Par exemple, nous les Bulgares, on peut être partout dans le monde, mais on se reconnaît, on reconnaît nous-mêmes qu'on appartient à un même peuple. On a formé une nation. La nation, c'est l'évolution historique du peuple. On a des choses en commun. On parle la même langue. On a la même histoire. On a les mêmes souvenirs. On a reçu la même éducation. N'est-ce pas? Ça forme une collectivité nationale. Et finalement, ce peuple, cette nation, s'est doté d'un ordre juridique qui leur permet de vivre ensemble. La dernière fois, on a parlé pourquoi on a fait ça. Vous vous souvenez, il y a Jean-Jacques Rousseau qui dit qu'on a fait ça parce qu'on va faire mieux, même si on est bon. Et il y a Thomas Hobbes qui a dit qu'on a fait ça parce que sinon on se serait entretué. Peu importe, on en a une constitution. Tous les États, ils ont des constitutions, parce que si on n'a pas de constitution, on n'a pas d'État. C'est aussi simple que ça.
Il peut y avoir des peuples sans territoire, il peut y avoir des territoires sans peuple, mais pour avoir un État, il faut avoir un peuple qui s'est doté d'une constitution. Mais pas toutes les constitutions sont pareilles. On en a parlé la première fois, il y a des différences formelles, par exemple des constitutions écrites ou pas écrites. Mais là, on va parler de quelque chose de plus important qui est la différence de fond. Il y a deux types de constitutions. Il y en a des constitutions libérales ou démocratiques et des constitutions autoritaires. Constitution libérale Ou démocratique, on peut dire les deux. Dans le monde où on vit, la Bulgarie, la France, l'Europe, le monde occidental, vous avez des constitutions qui sont toutes libérales ou démocratiques. Pour qu'une constitution soit démocratique, elle doit comporter en soi trois principes fondamentaux. Trois principes. Je vais le dire et après on va les reprendre un par un. Alors le premier principe pour la constitution démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Le principe de séparation des pouvoirs. Le deuxième principe, c'est la protection des libertés individuelles, ou le principe de protection des droits de l'homme, du respect du droit de l'homme. Et le troisième principe, il s'appelle l'état du droit. En français, il s'appelle l'état du droit. En anglais, il s'appelle rule of law. État du droit. Ou en anglais, rule of law. Comment vous allez traduire ça en bulgare? État du droit. На български се казва върховенство на закона. Bon, on va reprendre ces trois principes un par un. Chaque État peut être décliné en trois pouvoirs fondamentaux. Alors, on va commencer par le principe de la séparation des pouvoirs. Séparation. Alors, quand on dit pouvoir, chaque État dispose de trois types de pouvoirs. Le premier, c'est le pouvoir de dicter des règles, de créer des lois. Et ça s'appelle le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est de créer du droit, de dicter des lois. De dicter des lois. Et comme vous savez très bien, ce sont des normes impersonnelles et générales qui s'appliquent à tout le monde. Des règles de droit général, c'est les lois.
Après, le second pouvoir, c'est le pouvoir d'exécuter les lois. C'est le pouvoir exécutif. Donc vous avez le pouvoir d'édicter les lois et le pouvoir d'exécuter les lois. Exécuter, ça veut dire les appliquer et les faire respecter, tout simplement. Et le troisième, je vais prendre ça. Le troisième pouvoir, dont l'égal est différent, quand il a un différent, l'État a droit de dire qui a raison, qui n'a pas raison. C'est le pouvoir juridictionnel. Juridictionnel. Maintenant, vous allez bien comprendre le pouvoir juridictionnel si vous connaissez le latin et vous savez que juris en latin ça veut dire droit et diction ça veut dire parler. Donc juridiction ça veut dire parler le droit, ça veut dire le juge, celui qui dit qu'est-ce que c'est le droit quand il a un litige. Vous comprenez? Ça va? Moi, je n'ai pas compris le dernier, le troisième. Juridictionnel. Oui. Le pouvoir juridictionnel, c'est le pouvoir des tribunaux, des juges. C'est le pouvoir de régler les différends. On a une loi qui a été prise par le pouvoir législatif. Cette loi est exécutée par le pouvoir exécutif. Mais nous, avec vous, on a un différent par rapport à ce droit. Vous dites à cette loi, vous dites qu'elle dit quelque chose, et moi je dis qu'elle dit quelque chose d'autre. On en dispute. Et ce dispute-là, on va le régler où? Devant un tribunal. Ce tribunal-là, il exerce le pouvoir juridictionnel. Ok? Il dit le droit. Parfois, le pouvoir juridictionnel s'appelle aussi pouvoir judiciaire par rapport à l'organe qu'il exécute. Parce que derrière chaque pouvoir, il a un organe qu'il exécute. Alors, quand on dit le pouvoir législatif, le pouvoir de créer des lois, c'est quel organe qui crée les lois? C'est qui fait les lois? Le Parlement. C'est le Parlement, exactement. Exactement, monsieur. Parlement, ou en France, on appelle ça Assemblée nationale, qui est exactement la même chose. Parce que Parlement, ça veut dire Assemblée. Hein? Quand vous dites pouvoir législatif, dans les en langue du droit constitutionnel, vous dites en fait Parlement. C'est ça le pouvoir législatif, l'unique pouvoir législatif. Il n'y a pas d'autre organe qui peut créer des lois. Et quand vous dites pouvoir exécutif, quel est l'organe qui est le pouvoir exécutif dans un pays? C'est qui? Le président. Ça peut être le président. En France, c'est le président. Enfin, c'est le principal pouvoir exécutif, c'est le président. Mais en Bulgarie, c'est pas le président. Le Premier ministre. C'est le Premier ministre, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui a en tête le Premier ministre.
Le président en France est le chef de l'exécutif. C'est lui qui nomme le Premier ministre. En Bulgarie, le chef de l'exécutif, c'est le Premier ministre qui fait un conseil de ministres, qui est le gouvernement. Conseil de ministres et gouvernement sont des synonymes. Et ça, c'est le pouvoir exécutif. Donc, les lois qui sont créées au Parlement, le Conseil des ministres les exécute. Ok? Et quand vous dites pouvoir judiciaire ou juridictionnel, c'est quoi l'institution qui incarne le pouvoir judiciaire? C'est les tribunaux, la cour, exactement. Pourquoi je dis les tribunaux, la cour? La cour est une notion commune, mais qui en fait est déclinée dans tout un système. C'est pour ça qu'on l'appelle système juridictionnel. La cour, c'est une notion qui englobe tous les tribunaux sur le territoire d'un État. Et les tribunaux sont hiérarchisés. Si on reprend l'idée de la pyramide qu'on a fait pendant la hiérarchie des normes, et dans cette pyramide, on a le système judiciaire. En tout haut, vous avez la Cour suprême. Bien sûr, dans les différents États, les cours suprêmes ont différents noms. Aux États-Unis, la Cour suprême, c'est la Cour suprême. Mais en Bulgarie, c'est la Cour suprême de cassation ou bien la Cour suprême administrative. En France, ça s'appelle la Cour de cassation. Cassation s'écrit comme ça. Pourquoi cassation? Parce qu'en bas de l'échelle, vous avez les cours d'appel. Tout en bas de l'échelle, vous avez les tribunaux de première instance. Alors, la division classique du pouvoir juridictionnel est en 3 degrés. Quand vous avez un litige avec quelqu'un, le début, c'est le tribunal de la première instance. Si quelqu'un des parties n'est pas content, ils ont le droit de faire appel et ils vont en cour d'appel. Et la 3e instance, c'est la Cour de cassation qui doit corriger si la Cour d'appel a fait une faute. Ce qui compte, c'est la cassation, c'est la dernière instance. C'est elle qui doit, la dernière instance a pour mission de faire uniformiser le droit. Parce qu'il y a plein de tribunaux de première instance, plein de cours d'appel, et vous vous imaginez qu'il est bien possible que la même affaire soit jugée d'une manière différente par rapport à dans un cours ou dans une autre. Par exemple, la cour d'appel de Varna peut avoir une décision et la cour d'appel de Sofia une autre décision. C'est pour ça qu'il faut avoir une instance suprême qui va dire le droit tel qu'il est. Et c'est la décision de cette cour qui compte. Okay? Bien évidemment, pas toutes les affaires vont jusqu'à la dernière instance. Il y a des affaires qui sont réglées en première instance. Les parties, ils acceptent la décision, personne ne fait appel, c'est terminé.
il a un principe de droit fondamental que je ne vous ai pas encore dit et que je vais profiter de l'instant pour le faire. Ça s'appelle la force de la chose jugée. La force de la chose jugée. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Qu'est-ce que c'est la force de la chose jugée? Vous avez quelque chose qui a été jugé par un tribunal. Ça veut dire tout simplement qu'une fois qu'elle a passé devant un tribunal et que vous avez une décision définitive, vous ne pouvez plus en revenir. Jamais. C'est définitif. Imaginons par exemple que on a une dispute avec vous, qu'on va devant les tribunaux, qu'on plaide, vous avez engagé vos avocats, moi j'ai engagé mes avocats, et vous perdez. Mais c'est fini pour vous. Une fois que l'affaire est classée, vous ne pouvez pas en revenir. La chose est jugée, elle ne peut pas être rejugée. Ok? Quand on fait du droit pénal, vous allez voir que c'est un principe très très important. Parce qu'une fois que quelqu'un est condamné ou acquitté, on ne peut pas en revenir. Sauf selon des conditions très particulières. Donc, on a 3 pouvoirs qui sont législatifs, exécutifs et juridictionnels. Et selon le principe constitutionnel de séparation de pouvoirs, ces pouvoirs doivent être séparés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être exercés par la même autorité. Pour avoir une constitution démocratique, cette constitution doit stipuler et organiser la vie politique d'une telle manière que jamais et en aucun moment une seule institution ou une même personne ne peut exercer en même temps le pouvoir législatif, exécutif et juridictionnel. Parce que sinon, ça serait un dictateur. À l'époque, dans les monarchies, les rois avaient droit de dicter des règles, de faire exécuter des règles et de juger. Une fois après les Lumières, après la Révolution française, ce principe a été abandonné au profit de la séparation du pouvoir et son plus illustre théoricien s'appelle Montesquieu. Charles de Montesquieu, qui a écrit un bouquin qui s'appelle De l'esprit des lois, et dont on a parlé un peu, je crois, la dernière fois. De l'esprit des lois. Dans ce bouquin de l'esprit des lois, Charles de Montesquieu se pose la question. On est au XVIIIe siècle, on est en préparation de la Révolution française qui est contre la monarchie absolue, et les penseurs, les philosophes et les juristes réfléchissent comment appuyer le pouvoir d'une manière telle qu'elle ne devienne plus jamais absolue. Et Montesquieu est un des premiers à théoriser qu'il faut séparer le pouvoir en 3 parties, les diviser et faire en sorte que le pouvoir de l'un arrête le pouvoir de l'autre. Ok? Ça, c'est le principe. Le pouvoir arrête le pouvoir.
arrêter le pouvoir parce que sinon, celui qui a tous les pouvoirs entre les mains, il commence à en abuser et finalement, il contrevient à la second principe qu'on va discuter ça, la liberté individuelle, les droits de l'homme. Si vous prenez la constitution bulgare, je ne sais pas si vous l'avez ouvert quelquefois dans la vie, je vous incite à le faire. C'est un tout petit bouquin. De 200 pages. Comment? Non, je dis un tout petit bouquin de 200 pages. Non, une vingtaine de pages, 185 articles. La Constitution bulgare, elle est adoptée en 1991, au mois de juillet. Et dans sa première partie, c'est les droits fondamentaux des citoyens. Elle commence par ça. Si vous prenez la Constitution française, écrivons ça. Constitution bulgare, 4 Constitution bulgare, 1991. Et Constitution française, c'est de quelle année? Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression la 5e République? Oui, Pourquoi on appelle la France d'aujourd'hui la 5e République? qu'il y avait 4 autres républiques avant. Mais comment on les compte? Il y en a eu plus. Quand ils adoptaient une nouvelle constitution. Exactement. La République prend naissance avec sa constitution. C'est la 5e République parce qu'avant ça, il y a eu 4 constitutions républicaines. Ouais. Parce qu'il y en a eu plein. Il y a eu plein. La France a eu, après 1789 jusqu'à aujourd'hui, 13 constitutions. Mais pourquoi on ne compte que 5? Vu que c'est des empires et des fascistes. On compte seulement. Il n'en a pas eu. La constitution de Vichy. Vichy, c'est pas la France. C'est la France, mais oui, mais on n'en compte pas. Exactement. Ouais. On compte que 5 parce qu'il y a 5 constitutions républicaines. Les autres sont monarchiques. Et l'État monarchique ne répond pas aux critères qu'on vient d'établir. Non. La Constitution bulgare a une liste au début des droits de l'homme. La Constitution française n'en a pas en soi, mais contient un préambule dans lequel fait référence à un des documents fondamentaux de la science juridique et constitutionnelle. Vous avez certainement entendu parler de ça, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vous connaissez ça? Dites-moi que vous connaissez ça, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Montez-moi. Alors, cette déclaration-là, 1789, elle est incorporée dans la Constitution française par sa préambule. Qu'est-ce que c'est les libertés individuelles, fondamentales et les droits de l'homme? C'est un domaine réservé où le pouvoir de l'État ne peut pas y aller. L'État a tous les pouvoirs séparés, mais en total, elle a tous les pouvoirs. Mais il y a un domaine où il ne peut pas y aller. C'est le domaine des droits de l'homme. L'État ne peut pas prendre les droits de leurs citoyens. Ce sont les droits les plus fondamentaux. Par exemple, le droit de la vie, le droit à la vie. Un État ne peut pas décider de vous tuer arbitrairement. Il n'a pas le droit. Ou le droit à une certaine protection de la vie privée.
L'État n'a pas le droit à décréter que vous n'avez pas droit à votre vie privée. Oui, sur certaines conditions, elle peut limiter cette vie pour des questions de sécurité, ainsi de suite, mais ça doit être proportionnel aux besoins. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres droits tellement fondamentaux qu'ils ne peuvent pas être mis en cause? Non. La vie. On en a dit, la Ouais. vie. Il y en a un qui est très lié à votre cours. Vous La- avez droit, en tant que citoyen, à une justice équitable, à un juge impartial qui doit juger votre cause. Si vous êtes inculpé, ça veut dire si contre vous, il a une requête par un procureur, si on dit que vous avez fait un crime, vous avez droit à la défense. Vous pouvez vous défendre devant un juge impartial. Vous ne pouvez pas être arrêté, condamné arbitrairement par l'État, même s'il a tous les pouvoirs. Si vous voyez un policier, il ne peut pas juste vous arrêter et vous ramener en prison, même s'il a le droit. C'est dans Magna Carta, ça. Magna Carta, c'est une déclaration des droits de l'homme. Ouais. C'est un document à valeur constitutionnelle. Tout à fait. Tout à fait. On va faire un séminaire spécial, mais là je vais vous demander à vous de travailler dans quelques semaines d'ici. On va en parler sur la Convention européenne des droits de l'homme, dans laquelle on va discuter de tous ces droits qui sont énumérés dedans. Il y en aura une vingtaine. C'est bien de les connaître, parce que c'est vos droits. Et finalement, le troisième principe qui fait que un État est démocratique et constitutionnel, c'est l'état du droit. Il est tout simple à dire et très difficile à comprendre. Selon ce principe, l'État qui a le pouvoir d'édicter des règles doit aussi se conformer aux mêmes règles. Elle édicte des règles, mais doit agir en respectant ces mêmes règles. L'État se gouverne par le droit et pas par la volonté de ses dirigeants. Le Premier ministre, c'est la personne la plus puissante en Bulgarie. Mais il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut faire seulement ce que le droit lui permet. Il doit agir conformément au droit. Et si jamais il veut changer le droit, il peut le faire, mais en suivant les prescriptions de ce même droit. C'est la différence entre une gouvernance juridique par rapport aux règles du droit et une gouvernance arbitraire ou despotique. L'état du droit a aussi une autre signification qui est aussi importante que ça. C'est que peu importe votre richesse, votre statut social, votre place dans la hiérarchie étatique, votre puissance, nulle personne n'est au-dessus de la loi. Nulle personne n'est au-dessus de la loi.
Vous avez entendu parler du président français Nicolas Sarkozy? Ah oui, il est en prison. Il est en prison. Ah, L'ancien président de la République, l'homme le plus puissant de France, a été mis en prison. c'était parce que Libye, non? C'est à cause d'une affaire de financement de sa campagne par la Libye. L'affaire est très intéressante. En 2005, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur de la France. C'est un star politique incroyable. Tout le monde regarde vers lui pour voir s'il sera le prochain président. Et en effet, il a ça en tête. Et il commence à faire campagne pour être élu président de la République. Pour faire campagne dans les régimes démocratiques, il te faut beaucoup d'argent. Alors il va chercher cet argent en lien des relations avec le colonel Muammar Kadhafi, qui est chef de la Libye. Kadhafi a beaucoup besoin en ce moment-là d'une reconnaissance internationale, occidentale, parce qu'il est vu par les pays occidentaux, à juste titre, comme un dictateur, plus que ça, comme un terroriste. Parce que la Libye a été inculpée dans plusieurs attentats terroristes dans les années 80 et 90, y compris un avion britannique qui s'est écrasé au-dessus d'un village qui s'appelle Lockerbie. 2005-2006, il commence à faire connaissance. C'est après le 11 septembre 2001, donc dans le contexte de la lutte contre le terrorisme des pays occidentaux. Et il paraît qu'ils ont fait un espèce de deal, un espèce de contrat. Kadhafi dit à Sarkozy, je vais financer ton campagne, mais tu vas m'aider à redorer mon image internationale. En 2007, Sarkozy il gagne les élections, il devient président. Et en 2009, il déclenche une guerre. Contre qui? Libye. Contre la Libye de Kadhafi. Il déclenche une guerre qui est dans le contexte du printemps arabe. Vous avez entendu parler du soulèvement des peuples arabes, 2009, et dont la guerre de Syrie continue jusqu'à aujourd'hui. Ils vont avec une coalition occidentale, ils bombardent Tripoli, qui est la capitale de la Libye, et dans le tumulte, dans le survêtement qui se passe, Kadhafi est tué. Donc il ne peut pas dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais depuis 2009-2010, en France, il a eu une enquête, et finalement, il y a 3 semaines, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour sous-financement illicite de sa campagne. Et quand je dis condamné, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire au pouvoir juridictionnel. Il est condamné en première instance. Et au moment où on parle, il dort en prison. Mais il n'est pas condamné définitivement, il est toujours présumé innocent. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il a fait appel. Il a fait appel et son affaire va être jugée par la cour d'appel. Et après appel, s'il n'est toujours pas content et il dort en prison, il a le droit de faire appel en cassation pour aller devant la juridiction suprême, la cour de cassation. Et ce n'est qu'après la cour de cassation a définitivement jugé qu'il sera condamné définitivement. Mais une fois qu'il sera condamné définitivement, il ne pourra plus jamais rejuger son affaire à cause du principe de la force de la chose jugée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok? Vous voyez comment ça marche? Et donc, Sarkozy nous aide à vous expliquer 2 choses. Premièrement, que personne n'est au-dessus de la loi, même s'il a été président de la République quand il a commis les faits. On s'en fout. Deuxièmement, toute personne a droit à un procès équitable devant 3 instants. 3 instants.
C'est ça le principe de l'état du droit. Bon, parlons un peu des constitutions bulgares et françaises, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Oh là là, on n'a pas du temps. Je vais faire bref. La constitution bulgare établit un régime politique qu'on appelle régime parlementaire. Et la constitution française établit un régime qu'on appelle régime présidentiel. Pourquoi? Parce que le président contrôle tous. Pas tous, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Les plusieurs choses. Président, Parlement. En Bulgarie, on appelle le régime parlementaire parce que tout commence par le Parlement. J'explique. On vote. Est-ce que vous avez voté? Oui. Vous avez l'âge au moins. Oui. Quand vous étiez voté, vous avez voté pour quoi? Vous avez voté pour un parti politique? Vous avez voté pour élire des représentants au Parlement, des députés. Est-ce que vous avez voté pour un Premier ministre ou un ministre? Non. Parce que c'est le Parlement qui a 240 membres qui élit le Premier ministre et son gouvernement. En France, si vous votez, vous allez voter pour un président. Et c'est le président qui nomme le Premier ministre et son gouvernement. Mhm. Vous voyez la différence? Ce qui veut dire que ce Premier ministre et son gouvernement ici en Bulgarie, il est contrôlé par le Parlement. Et ce Premier ministre en France, il est à la merci du président qui peut le changer à n'importe quel instant. Est-ce que vous suivez les actualités en France? Oui. Vous voyez que maintenant on est dans une procédure où on change les premiers ministres assez facilement. En Bulgarie, c'est un peu plus compliqué que ça. Pourtant, on a un gouvernement élu en Bulgarie, il faut avoir une majorité. Je vous l'ai déjà dit, mais pour voir si vous m'écoutez, c'est combien sont les députés en Bulgarie? Combien de députés on a? Le Parlement, 200. c'est constitué de combien? Il y a l'Indonésien qui sait que vous ne savez pas le nombre de députés. Vous ne savez pas le nombre de députés en Bulgarie? Non. 40. Non. 50. Non. Tu es. Et vous avez dit que vous avez voté? Ah, 70. Non, tu es. Non. 240. On a 240 députés en Bulgarie. Pour avoir un gouvernement, vous devez avoir la majorité. Ça vous fait combien? La majorité. 121. Hein? 121. 121. Il y a eu des moments, les dernières années, où on n'a pas pu avoir un gouvernement parce qu'on n'a pas pu avoir une majorité de 121 qui seront d'accord avec un gouvernement. Mais en gros, c'est ça. Vous pouvez élire un Premier ministre et son gouvernement aujourd'hui avec 121 députés. Mais si demain ou après-demain, il y en a, disons, 3 qui ne sont pas contents de ce qui se passe, et que la majorité passe à 100
18 par exemple, ce gouvernement il va tomber. En France, c'est pas comme ça. En France, s'il a la confiance du président, et selon certaines conditions que je vais en passer maintenant, le Premier ministre est tranquille. Même si le Parlement peut demander sa démission, ça s'est passé il y a quelques mois, mais ce sont des détails que je vais vous passer. Juste pour la culture générale, pour que vous savez, la France a aussi un Parlement, pas seulement un Parlement, mais un Parlement en 2 chambres. En Bulgarie, on a 1 chambre, c'est l'Assemblée nationale. En France, il a une chambre à basse et une chambre à haute. Une chambre à basse qui s'appelle Assemblée nationale et qui est équivalent de notre Parlement ici en Bulgarie. Et une chambre à haute qui s'appelle Sénat. Vous avez entendu des sénateurs, n'est-ce pas? Aux États-Unis, ils ont aussi un Parlement à 2 chambres. Il y a la Chambre des représentants, qui est notre Parlement, et il y a aussi le Sénat. Ces 2 chambres peuvent parfois siéger ensemble. Et quand ils se ressemblent, ça s'appelle le Congrès. Vous savez, aux États-Unis, quand on appelle congressman, c'est soit un représentant, soit un sénateur. Les 2 font le Congrès. Ok? Pourquoi ils ont 2 chambres? Juste pour... Pourquoi ils ont 2 chambres? La première chambre, c'est comme la nôtre. Elle vote des lois et ainsi de suite. La deuxième chambre, normalement, elle doit assurer une différente représentativité. Par exemple, en France, le Sénat assure la représentativité des collectivités territoriales. Et aux États-Unis, le Sénat il assure la représentativité des différents États qui forment les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez 100 sénateurs, 2 par État. Peu importe, est-ce que c'est Texas, Louisiane, peu importe leur taille et combien du monde habite là, 2 par personne. En France, c'est un peu plus compliqué. En France, vous avez 572 députés dans la première chambre. Je ne vais pas vous faire calculer la majorité, mais c'est à 280 quelques. Et vous avez 321 sénateurs. Donc vous avez presque 900 parlementaires pour un pays de 65 millions d'habitants. En Bulgarie, on est 240, comme on a dit. Le Parlement vote les lois là-bas comme ici. Alors, vous avez le pouvoir législatif, en Bulgarie, une seule chambre, en France, 2 chambres. Vous avez l'exécutif, en France, le président de la République, en Bulgarie, le Premier ministre et le Conseil des ministres. Vous avez le judiciaire, on l'a déjà vu. Comme vous voyez, ces pouvoirs-là sont séparés.